Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Ile-de-France. Plusieurs dizaines d'agriculteurs ont manifesté leur mécontentement ce vendredi matin à Versailles. Comme partout en France, les tracteurs se sont rassemblés en nombre à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Une colère paysanne lancinante dont on va débattre en tout début d'émission. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? C'est la question qui se trouve au centre de cette comédie, sobrement intitulée La Vérité. L'un des comédiens de cette pièce, Stéphane de Groot, sera mon invité. Et enfin, nous conclurons cette émission avec la star des sorties, celui que vous attendez avec impatience quand vous ne savez absolument pas quoi faire les samedis et dimanches. Bernard Babkin, journaliste culture à Madame Figaro, nous dévoilera sa sélection de la semaine. Pour moi de vous présenter les invités qui vont m'accompagner lors de cette première partie. Amaury Coutances, Père Vinclair, journaliste au Figaro. Bonjour, soyez le bienvenu autour de cette table. Patrick Legras, vous êtes porte-parole Grand Culture à la coordination rurale. Soyez également le bienvenu autour de cette table. Bonjour. Alain Fontaine, vous occupez la fonction de président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Vous gérez par ailleurs le restaurant Le Mesturet que l'on peut retrouver dans le 2e arrondissement de la capitale. Bonjour, soyez le bienvenu dans cette émission. Et enfin Alexandre Jardin, vous êtes écrivain. Vous avez sorti en mars dernier ce livre dont on voit la couverture qui s'affiche, qui s'intitule Les Gueux, c'est aux éditions Michel Lafon. Et vous êtes également en soutien de la coordination rurale, je tiens à le préciser. Bonjour, soyez le bienvenu dans cette émission. Amaury, je vais commencer par vous parce que vous étiez ce matin à Versailles, j'en parlais tout à l'heure en introduction, plusieurs dizaines d'agriculteurs se sont rassemblés là-bas. Pour quelle raison? Que s'est-il passé sur place? Vous qui étiez là-bas? Alors ce matin, il y avait une soixantaine d'agriculteurs, une vingtaine de tracteurs qui étaient rassemblés sur la place d'Armes à Versailles pour manifester sur plusieurs chapitres, sur plusieurs revendications. D'abord, une défiance envers le Mercosur, une défiance envers les importations, notamment en provenance d'Ukraine, et enfin pour demander un peu de compréhension de la part du gouvernement, cette période qui est difficile. Il faut rappeler quand même que les agriculteurs s'étaient mobilisés au début de l'année dernière, mais également en 2023, et que selon tous les agriculteurs qui ont été interrogés, les revendications n'ont pas été écoutées. Alors là, on voit les images qui s'affichent, qui ont été tournées ce matin, notamment par notre collègue Timothée Delem, qui a été tendre son micro à plusieurs agriculteurs. Vous entendrez un témoignage dans un très court instant. Quelles sont les actions qui ont été menées sur place? C'était simplement un rassemblement pacifique avec des slogans qui ont été scandés, c'est ça? Alors à Versailles, bien sûr, un rassemblement spécifique. Comme le disait une source policière, il y avait autant de policiers que d'agriculteurs, ce qui était un peu disproportionné. Assez peu de débordements donc. Assez peu de débordements. En revanche, 80 fédérations syndicales de départements ont été mobilisées dans différentes actions. Il y avait à la fois des stickages, des actions devant des préfectures, également des contrôles de qualité dans des supermarchés. Ouais. Et en revanche, à Versailles, effectivement, c'était seulement une manifestation, un rassemblement sous la statue de Louis XIV devant le château de Versailles. Une question que je vais vous poser, pourquoi Versailles exactement? Versailles a été choisi comme le lieu de rassemblement de tous les agriculteurs de l'Île-de-France. Ouais. Mais la raison pour laquelle Versailles a été choisi n'a pas été indiquée. Cela dit, tous les slogans tournaient autour d'un parallèle entre 1789, donc le moment où les femmes de Paris qui étaient affamées sont venues demander au roi du pain, et 2025. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui revenait beaucoup quand on interrogeait les gens. Alexandre Jardin, ce sont eux les gueux dont vous parlez dans votre livre? Les gueux, ce sont les gens qu'on méprise en France. Ouais. C'est-à-dire les gens qu'on n'écoute pas, alors qu'ils essayent de dire des choses fondamentales. Et c'est vrai que le monde agricole est en train d'encaisser le Mercosur, les produits qui arrivent d'Ukraine, des règlements que eux doivent appliquer, mais qu'on n'impose pas aux produits que nous importons, des normes totalement dingos, plus nos charges, le niveau des charges français. On est en train de vivre cette année un basculement historique. Ça fait 50 ans depuis 50 ans, c'est la première année où notre balance va être déficitaire. Ça veut dire que notre autonomie, notre souveraineté de production alimentaire, on est en train de la perdre. Et ça vous inquiète, pardon, je me permets de vous poser cette question-là. C'est vrai que cette souveraineté alimentaire, elle est au centre des débats. On est vraiment en train de basculer dans quelque chose, il va falloir maintenant des décennies de reconstruction. Oui, c'est vrai que cette souveraineté alimentaire, on va en parler un peu plus longuement dans cette émission, mais elle est vraiment au centre des débats aussi avec ce Mercosur qui, selon les manifestants, la menace. Vous êtes d'accord aussi avec cette perte d'autonomie qu'on pourrait vivre dans les prochaines années? Alors première chose, je me félicite qu'à Versailles il y ait une manifestation, puisque j'étais moi-même là-bas il y a exactement 18 mois lorsque je suis sorti de prison, lorsqu'on avait fait l'Arc de Triomphe. Donc oui, c'est un lieu symbolique et on est satisfait que le monde agricole revienne un peu au devant de la scène malgré toutes les histoires et malgré la politique.
En ce qui nous concerne, nous, on a manifesté, mais on manifeste depuis 8 jours, mais de façon moins homogène, on va dire, c'est-à-dire plus disparate. Par exemple, sur Blois, il y a une très grosse manifestation sur la SAFER, parce que la souveraineté alimentaire démarre aussi aux terres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des SAFER qui sont prêts à accepter de l'argent d'autres pays, c'est-à-dire que toute cette souveraineté, on est en train d'effriter les fondements de nos travailleurs, les fondements de la République, en vendant tout et n'importe quoi, et c'est le but. En fait, le commerce sans limite, comme on est en train de voir, la mondialisation, c'est ça, c'est-à-dire donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure, c'est un peu ce qu'on a aujourd'hui au niveau agricole, et on a, en fait, la planète est un jeu où les hommes politiques qui passent, qui parfois restent longtemps, décident de donner des milliards, de reprendre des milliards, de changer les règles, d'aménager les règles. Je vais prendre une seule chose, on parle du Mercosur. Vous voyez, je ne vais même pas le critiquer tellement il devient ridicule. Mais j'ai entendu votre reportage ce matin sur les betteraviers, où avant on importait 20 000 tonnes de sucre. Ouais. Aujourd'hui, avec l'Ukraine, c'est 80 000 de plus. Ouais. Avec le Mercosur, c'est 120 000 tonnes de sucre. Alors ça ne veut rien dire pour le consommateur qui va nous écouter. Mais je vais vous prendre un autre exemple sur la viande. 80 000 tonnes de poulet pour un oligarque qui vit à Malte ukrainien. 100 ou 120 000 tonnes, on ne sait plus bien où exactement, 99 000 tonnes de poulet du Mercosur. Alors, ça ne veut rien dire, 99 000 tonnes. Mais si je vous dis, en beefsteak, 5 milliards de beefsteak, là, ça vous parle. Ouais, et aujourd'hui, nos politiques, c'est un peu comme... Nous, c'est notre métier. Nous, c'est notre trip, l'agriculture, notre souveraineté. Mais le consommateur, lui, des tonnes de viande, ça ne veut rien dire. Ouais. Voilà, et je pense qu'il faut remettre, et il faut parler le langage du consommateur, et c'est ce qu'on fait avec les gueux, c'est ce qu'on fait avec les pêcheurs, et c'est ce qu'on fera demain avec les boulangers. Je vais revenir vers vous dans un court instant. Amaury, simplement, c'est vrai que vous, j'imagine qu'Alain Fontaine, cette souveraineté alimentaire, elle est aussi au centre de vos préoccupations. Dans les restaurants, évidemment, j'imagine que l'inquiétude doit être forte face à ce traité du Mercosur dont on parle depuis tout à l'heure. Alors, c'est un vrai sujet, ce qui a été dit tout à l'heure, je pourrais l'appliquer à la restauration. Ouais. Ce qu'a dit M. Alexandre Jardin, ce que dit M. Legras, c'est exactement ce qui se passe dans la restauration. C'est qu'il y a un constat qui est fait qu'il y a un changement de consommation, mais ce changement de consommation, il est aidé énormément par une économie qui se met en place et qu'on n'arrive pas à maîtriser. Donc le Mercosur, ça nous inquiète aussi. Pourquoi ? Parce que vous avez une restauration traditionnelle qui essaye de faire bien, qui travaille avec les agriculteurs et tout, et pour autant, et qui disparaissent, il y a 25 restaurants qui disparaissent chaque jour, dont 2 tiers, ce sont des restaurants traditionnels, et pourtant la restauration augmente de 7%. Mais les points de restauration. Ouais. Et d'où ça vient ? Mais ça vient que de plus en plus, vous avez des produits qui rentrent sur le marché, des entrants qui sont là moins chers qu'une agriculture de qualité. Parce que le problème qu'on ne veut pas dire, qu'on n'ose pas dire, parce qu'on pourrait passer pour des prétentieux, on a la meilleure agriculture du monde. Ouais. C'est nous qui avons les plus de normes. C'est vrai, elles sont embêtantes, mais ça fait en même temps la meilleure agriculture. C'est-à-dire que quand on travaille des produits français et que l'on met dans l'assiette de nos clients des produits français, on est sûr d'avoir le meilleur de ce qui se fait dans le monde. Ouais. Qu'on soit clair. Amaury Coutancé. Il y avait quelque chose ce matin qui était assez frappant, c'est que la manifestation à Versailles s'est déroulée donc entre 6h30 et 9h, et qu'en réalité à 9h, lorsque les gens qui vont au travail se croisaient, on voyait des gens dans des automobiles de luxe qui regardaient les agriculteurs, et on se disait c'est le nourri et le nourricier, mais les gens ne se parlaient pas, se croisaient sans même se comprendre. Ouais. Et ça c'est vraiment le vrai sujet. Et c'est ce qui revenait vraiment quand on discutait avec les agriculteurs, ils se sentaient déconsidérés, et ils sentaient que tous les efforts qu'ils faisaient depuis des années n'étaient pas compris par les gens qu'eux-mêmes nourrissaient. C'est le déclassement de cette population aussi qui est effrayante, et c'est ce que vous racontez aussi très bien, Alexandre Jardin, dans votre livre notamment. Mais maintenant, il faut arrêter. Ouais. Il faut absolument arrêter. Il faut qu'il y ait une prise de conscience générale. Lors de la dernière conférence de presse de la coordination rurale, ils ont fait une proposition très simple. Ouais. Comment on a gardé notre cinéma ? Comment on a gardé notre culture avec une exception culturelle ? Parce qu'on a dit que c'était fondamental pour notre identité. Oui. Donc, et eux proposent, la coordination rurale propose que l'agriculture devienne une exception. Ouais. Et que ce soit protégé, pareil, sanctifié. Protégé, parce que c'est basique. Ouais. C'est ce qu'on bouffe. Ouais. C'est ce que nous sommes. C'est notre sécurité. Donc on ne peut pas négocier certaines choses. Et c'est vrai que lundi dernier, lorsque la présidente de la coordination rurale a fait cette proposition, ça m'a semblé un espèce de truc de bon sens national. Et que ce n'était pas une cause qui doit être portée par la coordination rurale, c'est une cause qui doit être portée par nous tous. Ouais. En fait, les gens ne voient pas l'effort qu'on a fait, puisqu'on a abandonné les hormones, on a abandonné énormément de produits toxiques.
Mais le consommateur n'est pas au courant. Le consommateur, et on l'a vu avec la contre-proposition, on va dire, de la loi du plomb, puisque rien qu'une étudiante a mis sur un WhatsApp une pétition, et cette pétition a pris 2 millions de sympathisants. Donc nous, agriculteurs, obligatoirement, ça nous alerte. C'est-à-dire, si on se dit qu'une simple jeune personne dit attention à notre agriculture et par rapport à un produit que vous avez nommé, la néocotinoïde, où là on pourra en reparler, et par rapport à ce qui se dit, il y a 2 millions de personnes, de consommateurs qui ont peur. Automatiquement, moi je ne l'ai pas pris comme une claque. Je me dis, c'est que le message ne passe pas, ou les messages de l'effort qui est fait et de cette meilleure agriculteur que tout le monde reconnaît sur la planète, même en France, on n'en est pas conscience. Et ça menace, est-ce que vous pensez sincèrement que ça menace notre souveraineté? Est-ce que la France peut être un pays souverain si jamais l'agriculture, à un moment donné, meurt? Parce qu'il est question de ça. On est en négatif, là. Ouais. C'est terminé. Mais d'ailleurs, je voudrais... Les années de De Gaulle, où on construisait une puissance, on est en train de s'effondrer. Vous parliez des poulets tout à l'heure. Oui. 50% des poulets qui sont consommés en France sont importés. Sont importés. Ouais. Et quand vous allez voir des restaurateurs, non, moi je fais que du poulet français, la belle rouge, machin truc. Qu'est-ce qu'on fait? On les achète, on les jette dans le caniveau? C'est sûr que non. Ils sont mangés où? Ils sont mangés dans cette restauration dite de malbouffe. On ne va pas citer les noms parce que c'est des noms américains et autres, mais ils sont mangés, ils sont avalés par des jeunes dont je vous rappelle le taux d'obésité, et c'est lié à l'agriculture française qu'on ne travaille pas assez, en 28 ans, c'est 20% de plus de taux d'obésité en France, dont 70% de jeunes. Ça veut dire quelque chose, ces 70% de jeunes, ils mangent mal. Et ils mangent mal parce qu'il y a, dans des restaurants de chaîne et autres, c'est de la nourriture. Mais pardon, pourquoi vous dites qu'on mange mal lorsque la nourriture vient de l'étranger, elle n'est pas forcément de mauvaise qualité? Mais si, on revient à ce que je disais en début, on a une agriculture de pointe. C'est ce que... Moi, je reviens à ce que disait Alexandre Jardin à l'instant. Oui, c'est une agriculture d'exception. Nous, on a inscrit, je fais partie de notre association, qui a inscrit au patrimoine immatériel français les pratiques sociales et culturelles dans les bistrots et cafés en France. Et on part pour l'UNESCO. Mais l'agriculture française, parce qu'elle a cette identité et cette exception, elle doit être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Évidemment, vous allez la protéger comme ça, et les Français vont se dire, il ne s'agit pas de la muséfier, il s'agit de dire, on a un truc qui... Ça fait des décennies, des centaines d'années qu'on fait pour que ça soit le meilleur et pour que la souveraineté alimentaire. Et quand M. Alexandre Jardin parle de gueux, parce que pour arriver à ça, on ne gagne pas bien notre vie. Les agriculteurs ne gagnent pas bien notre vie. Et nous, pour faire de la restauration, on est souvent à 1% à la fin du bilan, voire moins. On est dans le même bateau. C'est-à-dire qu'on bosse beaucoup pour pas grand-chose. Il faut bien comprendre que les normes, en plus, ne sont pas les mêmes. Les normes qui vont être signées, les accords qui vont être signés avec le Mercosur, le traitement des poulets, ce que vous signez tout à l'heure, ou même des bovins, ne sont absolument pas les mêmes. On parle de bovins qui peuvent être dopés parfois aux OGM, par exemple, quelque chose qui est complètement interdit dans l'Union européenne. Et c'est là où il y a une distorsion de concurrence. Cette distorsion de concurrence fait du mal, évidemment, à nos agriculteurs, parce qu'ils ne peuvent pas concurrencer avec des prix qui sont en dessous du marché français, avec des normes qui ne sont pas les mêmes. Et ça, effectivement, comme vous le disiez très bien, ça a des conséquences sur la santé publique. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus important, au-delà du monde agricole, au-delà même du monde de la restauration. C'est vraiment un sujet prioritaire de santé publique. Et c'est là tout le paradoxe aussi de cette situation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on interdit certaines pratiques en France. Vous parliez de l'acétamipride tout à l'heure, mais c'est exactement ce qui se passe aussi, c'est-à-dire qu'on peut produire par exemple des cacahuètes à l'étranger avec cet acétamipride qu'on importe en France. En revanche, les agriculteurs en France ne peuvent pas l'utiliser. Si je peux me permettre, il manque une personne autour de la table. Parce que là, vous avez des interlocuteurs qui connaissent et qui maîtrisent. Mais il y a une chose qu'on ne maîtrise plus, et ça fait, comme le disait tout à l'heure Alexandre, 40 ou 50 ans, c'est le budget. Et aujourd'hui, dans tout ce que l'on discute aujourd'hui, on oublie un fondamental. L'État, c'est le plus gros consommateur aujourd'hui de repas. C'est-à-dire avec les hôpitaux, avec les écoles, avec les fonctions publiques, il y a des repas. Aujourd'hui, le repas qui est proposé aux administrations, aux hôpitaux, il est dans un budget. Et le budget qui est restreint, c'est beaucoup plus facile de mettre une viande de poulet à 2 € dans le repas qu'une viande à 5 €. Donc aujourd'hui, la discussion n'est pas dans la restauration, n'est pas dans les agriculteurs. Si je vous dis qu'un agriculteur aujourd'hui, il ne touche pas le SMIC, que 60% des agriculteurs pourraient toucher le RSE, qu'un salaire d'un Ukrainien ou de quelqu'un du Mercosur, c'est 160 à 250 €. Comment voulez-vous, avec les contraintes en plus, qu'on résiste ?
On est voué à mourir. Et ce qui dérange, c'est que ça fait 2 ans qu'on se bat là-dessus. C'est pour ça que j'ai cette haine quand je vois Versailles. Parce que ça fait 2 ans. En 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Les politiques, je suis d'accord avec vous, ils nous supportent. La différence d'un politique avec un agriculteur ou quelqu'un de la restauration ou un boulanger, le politique, il a son salaire. Ouais. Il continue à vivre, même s'il s'énerve à l'Assemblée nationale. Vous avez l'impression de ne pas être entendu du tout dans cette affaire? C'est pas une impression, c'est une réalité. Ouais. Notre présidente a décidé de dire, puisqu'on parle de référendum, on propose un référendum d'initiative populaire. Ça mange pas de pain, comme dirait l'autre. Le référendum, quelle que soit la classe politique, il n'y a pas 10% des sénateurs et des députés qui l'ont signé. Pourquoi? Parce que l'agriculteur, c'est pas un mec qui fait vibrer les politiques. Mais pourtant, il est très populaire dans l'opinion française. Mais ça fait pas vibrer. Pourquoi? Parce qu'on est à la veille d'élections. Ouais. Qui est-ce qui va faire passer les députés ou les sénateurs ou demain les maires? C'est pas les agriculteurs, on représente 1 à 2%. Ouais. Donc il y a une déconnexion entre la réalité et le bien fondé de ce qu'on défend et aujourd'hui le nombre de voix que l'on représente. Ouais. Et comme tous les dossiers que l'on voit depuis des mois, on verra plus tard. Mais malgré tout, Alexandre Jardin, on se rend compte que les agriculteurs sont quand même très populaires et que généralement, lorsqu'il y a un mouvement de contestation qui est organisé par les agriculteurs, il est quand même massivement soutenu par la population française. On l'a vu lorsque les tracteurs ont convergé vers Paris. On nous sort les blindés, je le répète. Oui, là, vous parlez des pouvoirs publics. Moi, je vous parle de la population française. Oui, mais on nous sort les blindés. On nous sort les blindés. Qui a élu les députés, les ministres? C'est bien les consommateurs. Oui. Voilà, donc en face de nous, on a des blindés. Alors, c'était pas écrit dans leur programme qu'ils allaient sortir des blindés en cas de manifestation. Non, mais maintenant on le sait. Maintenant on le sait. Le Figaro joue un rôle très particulier dans le paysage français. Parce que vous avez un très grand journaliste qui couvre l'agriculture, qui s'appelle Éric de Hachenay. Absolument, qu'on salue d'ailleurs. Eh bien, Éric de Hachenay, il est agriculteur. Ouais. Il y a combien d'agriculteurs qui ont des tribunes dans les médias parisiens? Combien? Oui, assez peu. Il y en a au Figaro. Ouais. Et c'est vraiment à votre honneur, je dirais. Ouais. C'est-à-dire de filer la plume à quelqu'un qui le vit. Tu étais en train de parler de la question du pouvoir d'achat, du budget. On est aussi en ce moment, avec les gueux, la coordination rurale, les pêcheurs et plein d'autres professions, on est en train de se battre pour qu'il y ait un décret qui ne soit pas signé sur la PPE 3, sur la loi sur l'énergie. Pourquoi? Parce qu'en 10 ans, on a pris une facture d'électricité qui a doublé. Et les restaurants le savent. Bon. Si ce décret est signé, comme on garantit des sommes totalement démentes pour des éoliennes dont nous n'avons pas besoin, puisque notre énergie est déjà décarbonée, on va se prendre un deuxième doublement. Et on lutte tous très collectivement. Pourquoi? Parce que si les gens payent l'électricité une fortune, eh bien, le budget de bouffe va baisser. Et on va bouffer de la merde. Ouais. Et donc, on ne va pas bouffer de la nourriture française. Donc, tout se tient, et c'est vrai que des mouvements comme la coordination rurale, les pêcheurs et les boulangers, plein d'autres, on est en ce moment en train de se battre collectivement pour le pouvoir d'achat, parce que sinon, on bouffera tous de la merde. Oui, à la Fontaine. Très important, ce que dit Alexandre Jardin, c'est qu'effectivement, ça va servir qui? Ça va servir l'industrie agroalimentaire qui est sur les starting blocks pour proposer dans les grands magasins ou autre part, ou dans les restaurants de chaîne, une malbouffe, parce qu'il y a le problème du pouvoir d'achat. Et donc, cette alimentation qui va venir de tous les pays du monde, élevée n'importe comment, et qui est un poison peut-être quelque part, eh bien, va servir les intérêts de l'industrie agroalimentaire qui va répondre aux difficultés de pouvoir d'achat de la population. Point barre, vous avez fait le tour. Et nous, je me mets à la place des restaurateurs aussi que vous représentez. Est-ce qu'ils ne vont pas être tentés de s'orienter vers des produits qui viennent de l'étranger, qui seront achetés à bas coût, de façon à garder aussi une certaine marge? Et on les comprendrait aussi, parce qu'ils ont envie de vivre aussi et puis de joindre les deux bouts à la fin du mois. Il y a en ce moment le fait maison qui est en train d'être réhabilité. On va essayer de travailler sur un fait maison à base de produits français. Les maîtres restaurateurs, nous, on est obligés de le faire, mais on n'est que 3000 en France. Par contre, comme je vous le dis, il y a des gueux aussi dans la restauration, on est majoritaire, et évidemment, il y a un moment donné, il faut faire vivre votre famille, il faut payer le loyer, il faut payer l'énergie, et vous allez avoir des restaurateurs, malgré toute leur passion qu'ils ont, toute leur volonté, quand ils vont aller dans des cash and carry, qui vont voir l'élevage français, je parle de la viande, à
je dis n'importe quoi, à 20 € le kilo, et puis de l'autre côté, un élevage qui vient d'un autre, enfin de la viande qui vient d'un autre pays à 15 € le kilo, bah, ils vont tenter de choisir à 15 € le kilo. Par contre, ce qu'il y a dans cette viande à 15 € le kilo, ça provoquera de l'obésité, ça provoquera des maladies. Et il faut savoir que les maladies liées à l'obésité, avec cardiovasculaire et autres, c'est plus important que ce qui se passe sur les routes et ce qui se passe sur le tabagisme. Les routes et le tabagisme, c'est moins de morts que la malbouffe. La malbouffe est au centre du sujet, et donc l'agriculture française qui est plutôt la bonne bouffe. Voilà. Je vais vous prendre un exemple pour vous montrer que on est en train de le vivre, puisque comme j'ai dit quand je suis rentré tout à l'heure, on est en plein arrachage de pommes de terre. La pomme de terre, depuis 2 ans, c'était à peu près 200-250 € la tonne. Ouais. La tonne, hein, je parle bien. Ouais. Donc évidemment, c'est vendu en frais, c'est vendu en industrie, et c'est fortement utilisé dans la restauration. Aujourd'hui, cette même pomme de terre, sur le livre, est à 15 €. Donc à 15 €, vous avez compris que personne ne gagne de l'argent. Bien sûr. Non seulement n'en gagne pas, mais le producteur en perd. Je ne pense pas que le supermarché fait le retour, enfin j'en suis même certain, fait le retour par rapport à la baisse du prix pour le consommateur. Je ne pense pas que le restaurant qui achète la pomme de terre ait ce retour. Mais ce qui est grave, c'est que l'industriel, il a fait, évidemment, tout n'est pas à 15 €, mais ce qui est en contractualisé, le reste n'a pas de marché. Il y a 2 solutions. Soit on le jette, je dis bien on le jette, alors qu'on a des gens dans d'autres pays qui crèvent de faim. Bien sûr. Soit l'industriel dit, écoutez, dans un excès de générosité, parce que si vous devez le détruire, il faut le mettre dans des endroits, il faut le mettre dans une décharge, ça coûte de l'argent. Je vous le prends, mais gratuitement. Quel est le retour pour le consommateur ? Quel est le retour pour le consommateur ? Alors évidemment, ça c'est un produit français. Donc, est-ce qu'aujourd'hui le produit français, c'est soit on fait un prix très bas où tout le monde crève, et ce sera limité dans le temps, forcément. Et ce sera évidemment. Oui. Alors là, c'est XXL, puisque là, c'est une vitesse. Soit on fait quelque chose de bien, on essaie de trouver quelque chose dans le temps qui convient à tout le monde, avec une pratique et des gens sérieux, et on essaye justement de trouver des solutions. Pourquoi on trouve des solutions pour donner des milliards à l'Ukraine ? Moi, je veux bien aider l'Ukraine. Je vais prendre l'exemple précis, parce qu'il y a des gens qui me disent, les agriculteurs sont contre les Ukrainiens. Moi, je suis prêt pour ce qu'on aide l'Ukraine. Mais le produit de l'Ukraine, on le vend en Afrique. Le produit de l'Ukraine, on le vend en Asie. Mais on ne prend pas le produit d'Ukraine en France, on prend les produits pour nous, et nous, le bon produit, on a des gens qui le vendent à l'export. On est quand même des gens complètement allumés. Et quand je dis on, c'est nos politiques. Nous, qu'on aide l'Ukraine à aider à vendre, c'est bien. Alors, on va vous dire, on est obligé de prendre leurs marchandises parce qu'ils ne savent pas payer. Mais que les autres pays... L'Ukraine est compétitif avec M. Poutine, l'URSS, qu'on se bat avec les produits ukrainiens pour vendre dans ces pays-là. Et c'est ça le drame, c'est que nos consommateurs, tous les consommateurs franciliens et français, sont victimes de conflits et de problèmes d'hommes politiques. C'est même pas de politique, c'est d'hommes politiques. Et on l'a vu avec la crise aux États-Unis des taxes. C'est des produits d'hommes. Et quelques caïds, pour pas dire manants, décident, comme il y a 1000 ans, de dire tu vas manger de la merde, tu vendras pas, tu feras ça. C'est ça, tes grammatiques. Et ce qu'on veut, c'est que les consommateurs disent mais oui, on bosse comme des malades tous les jours, on n'est même pas bien nourris. Nous, c'est pas grave parce qu'on a un âge, mais nos enfants qui ont des problèmes et tout ça pour quelques caïds qui se voient en ce moment, je vous dis, c'est tous les jours ou tous les 2 jours qu'ils se voient. Voilà. Mais alors, Patrick Legras, je comprends votre propos et je comprends votre colère, mais pourquoi n'êtes-vous pas allé ce matin au rassemblement à Versailles ? Parce qu'il y avait effectivement la FNSEA, il y avait les jeunes agriculteurs, je crois que la coordination rurale était absente. Alors, je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire, mais c'est mon franc-parler. Allez-y, on est là pour ça, on a été à des endroits parce qu'on a beaucoup de jeunes agriculteurs qui se retrouvent plus dans les actions de la coordination rurale, plus dynamiques, plus punchy, et on a des adhérents tous les jours de plus en plus nombreux, on est même surpris. Et d'un autre côté, on a... comme a dit mon voisin de gauche, on a à la tête de la FNSEA un businessman qui s'appelle M. Rousseau, qui lui a déjà signé le Mercosur, puisque dans tous les produits qui viennent dans ces industries, c'est net de taxes. Il est quand même très critique vis-à-vis du Mercosur. Oui, mais... être critique comme tout politique, il faut la réalité. Et vous avez M. Lapie, qui est son secrétaire général, qui a dit il y a quelques mois que dans l'état actuel, le Mercosur n'était pas signable. Vous voyez la différence. Alors nous, la différence, elle est là. Nous, le Mercosur, on se dit, acheter des produits du Mercosur que nous ne savons pas faire ou que nous n'avons pas, aucun problème. Tous les autres produits privilégient les produits français ou européens, et français-européens. Voilà la grosse différence. De l'autre côté, ces gens, en fait, veulent les clauses miroirs. Mais les clauses miroirs, on sait très bien que c'est un vœu pieux, c'est comme tout. Je vais te donner des clauses miroirs. On sait qu'ils ne sont pas, les produits autorisés ne sont pas les mêmes qu'en France ou en Europe. Donc la démarche aujourd'hui, défendre tous les agriculteurs, et on est tous pareils,
ceux qui nous représentent, on sait ce qu'elles valent. Véronique, là, en ce moment, elle est au milieu de ses bêtes, elle produit, elle est producteuse bio. Moi-même, j'ai mon fils qui arrache. C'est la présidente. Voilà, c'est notre présidente. Aujourd'hui, vous m'excuserez, mais et puis bon, en plus. Alors ça ne plaît pas, mais monsieur Rousseau est très proche de monsieur Macron. Donc lui, par exemple, Versailles, ça pose pas de problème. Quand il était à l'Assemblée, le même jour, on a demandé à manifester, ça nous a été attendu. Donc on n'est pas là pour faire un conflit. On est là pour faire avancer les choses pour tous les agriculteurs. J'allais vers vous dans un instant, Amaury, mais Alexandre Jardin, est-ce que ce manque d'unité syndicale, finalement, ne nuit pas aussi aux revendications? Pardon de le dire, mais si vous parlez tous à l'unisson, dans ce cas-là, effectivement, ça sera beaucoup plus facile de faire passer des idées. Là, on a l'impression que chacun est dans son couloir. Je vais dire quelque chose parce que c'est la réalité. Dans toutes les actions à venir, c'est tellement une situation catastrophique que localement, ces divisions n'existent pas. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'actions où, en réalité, dans les actions de la coordination rurale, vous retrouvez la base de la FNSEA. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, c'est la catastrophe. Donc, ça se fait par la base. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus unitaire. Tu me l'as dit 30 fois. Ah oui. Tu me l'as dit 30 fois. C'est-à-dire que... et il va y avoir des actions au mois d'octobre, on peut dire. C'est à toi de voir. C'est vous qui décidez les actions de la coordination rurale maintenant, Alexandre Jardin. On est dans des discussions parce qu'il faut être clair. 10 octobre, si jamais. Non, ça sera plus loin. Mais c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, quand vous représentez que 1% des gens qui travaillent et que vous avez 100... Bon, vous allez voir le 11 novembre. Voilà. Bon, vous allez voir le 11 novembre. Vous allez voir le 11 novembre, à un moment, ce pays est capable de s'unir. Non mais voilà. Il est capable. Parce que depuis, quand vous échouez, nous, vous savez, quand on parle du climat, nous, quand on échoue, on essaye d'avancer ou de changer notre méthode. Ça fait 2 ans qu'on change la méthode avec nos politiques. Donc là, on a compris qu'il fallait non seulement changer la méthode, mais il fallait changer l'unité et le groupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les agriculteurs. Évidemment, on en tire de plus en plus, mais il n'y a pas que les agriculteurs. Le problème de la PPE, il y a les boulangers. Le problème aujourd'hui du poisson, on a été, puisque quand on dit qu'on fait rien, il y a 8 jours, on était au salon des produits de la mer. 600 personnes à Boulogne, 600 personnes. Vous savez combien il y avait de pêcheurs? Combien? À votre avis? Je vous le donne en mille. 12. 12, oui, c'est pas énorme. C'était une honte. Donc, l'entrée, 208 €. Vous croyez qu'un paysan, puisque moi, on a réussi à rentrer grâce à des connaissances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire le monde de l'agriculture, c'est le monde de Disney World. C'est-à-dire qu'il faut qu'il reste des pantins qui sont, mais sans ça, on est manœuvré par les politiques. Et ça, c'est terminé. Allez au salon de l'agriculture. Au salon de l'agriculture, on voit des entreprises énormes qui sont là. Et de l'autre côté, vous avez tous les 2 jours quelqu'un qui disparaît dans l'agriculture, qui disparaît soit financièrement ou qui disparaît en gros légumes. Voilà. Donc il y a une différence. Et dans la restauration, on vit la même chose. Il y a une sorte d'élite là qui s'occupe de la restauration, alors que 80%, nous sommes, je vais reprendre une phrase d'un président de la République, nous sommes descendants. Nous sommes descendants. Voilà, on gagne moins que le SMIC, on fait des heures. Hier, moi, j'ai fait une journée de 17 heures. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de parler de nous alors qu'on doit nous parler, qu'on nous laisse, que les agriculteurs de la base, ceux qui font la majorité, et nous, les restaurateurs, qu'on nous laisse parler. On n'a pas besoin qu'on s'occupe de nous. Et surtout quand c'est des gens très riches et qui travaillent des fois pour de la capitalisation étrangère. Qu'on laisse parler les gens qui savent. Amaury Coutancé, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, très rapidement, effectivement, c'est vrai que la coordination rurale est un syndicat qui monte depuis quelques années déjà et qu'il n'était pas présent à Versailles. Cela dit, la décision de manifester à Versailles a été prise un peu tardivement, donc peut-être qu'il n'y a pas eu de coordination au-delà de ça. Enfin, je voulais juste rajouter que pour être effectivement allé en Ukraine et pour avoir vu les récoltes entre l'Ukraine et la France, on peut comparer, les normes sanitaires ne sont absolument pas là-bas. Et enfin, pour avoir fait plusieurs manifestations paysannes, ce que l'on peut noter, c'est qu'à chaque fois, les gens nous disent oui, mais on n'est jamais écouté parce qu'on ne fait pas de bruit. Alors qu'en réalité, effectivement, tout le monde les soutient. Dès qu'on voit des gens dans la route, dans la rue, etc., tout le monde soutient. Tout le monde dans les sondages est prêt à acheter plus cher. À un moment, il faut se poser la question, en fait, où va cet argent? Parce que dans tous les cas, il ne va pas dans les salaires des agriculteurs. Donc cette vraie question, la seule et l'unique question qu'il faut se poser, c'est où va l'argent du consommateur s'il ne va pas dans la poche du paysan? Une dernière question que je voulais vous poser, Amaury, parce qu'on arrive malheureusement déjà au terme de cette première partie. Les agriculteurs que vous avez rencontrés ce matin sont dans quel état d'esprit? C'est vrai que là, on a entendu les discours autour de cette table qui sont très engagés, si j'ose dire. Est-ce que vous avez entendu les mêmes ce matin et est-ce qu'il est envisagé aussi une suite du mouvement? Une suite du mouvement est envisagée, mais le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est défaitiste.
Défaitiste. C'est un peu ce qu'on ressent aussi quand on vous entend, malheureusement. C'est-à-dire que vous êtes en colère, mais on n'a pas l'impression... Non, terminé. Non, mais c'est-à-dire que vous parlez de pouvoirs politiques qui ne vous entendent pas et vous n'avez pas l'impression que vous allez être entendu dans les prochaines semaines. Mais c'est pas pour ça. Déjà, là, il n'y a pas de gouvernement. Ouais. C'est pas pour ça qu'on n'a pas des solutions, mais les solutions ne vont pas plaire aux politiques parce que vous l'avez toujours vu, la coordination rurale s'est toujours adaptée. Non seulement elle est adaptée, mais elle est suivie. Aujourd'hui, on est le premier syndicat français des agriculteurs. C'est pas parce qu'aujourd'hui on n'a rien fait que quelque chose ne se prépare pas, mais il faut se donner les moyens de sa politique. Et aujourd'hui, on est un jeune premier parti des agriculteurs. Et vous inquiétez pas que dans les semaines qui vont venir, vous allez entendre parler de nous. Eh bien, merci à tous les quatre. Merci d'avoir été autour de cette table. C'était passionnant. On poursuit cette émission avec cette pièce qui pourrait bien semer la zizanie dans votre couple. Toute vérité est-elle bonne à dire? C'est la question qui se trouve au centre de cette comédie à succès baptisée sobrement La Vérité. Deux couples qui se mélangent, des secrets et surtout des rires qui n'en finissent plus. Bonjour Stéphane de Groot. Bienvenue sur ce plateau, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Plaisir d'être là. Alors j'ai eu la chance de voir cette pièce qui se joue actuellement au Théâtre Édouard VII, dans laquelle vous jouez l'un des comédiens principaux. Au centre de cette pièce, vous jouez le rôle d'un mari infidèle. Et franchement, je vous avoue que j'ai préféré la voir seule, cette pièce, sans ma femme, parce que j'avais peur d'être assailli de questions à la sortie quand même. Est-ce que beaucoup de personnes vous donnent ce type de remarques? Parce que là, il est question d'un monsieur tout le monde qui commet un adultère. Il le commet, oui. Il le commet, voilà. Et en fait, on peut d'une certaine manière se reconnaître dans votre personnage. Ça, c'est vous qui voyez. Ça, je vous laisse avec votre vie privée. Je pensais que vous alliez m'aider sur ce coup-là. Non, mais moi, j'ai carrément des amis qui ne viennent pas voir la pièce. Ils n'ont pas envie d'avoir de problème avec... ils n'ont pas envie de repartir seuls, en fait. Mais c'est vrai que c'est assez cruel quand même, parce que c'est vrai que généralement, dans ce type de comédie, les ficelles sont très grosses, on voit des personnages assez caricaturaux. Le vôtre ne l'est pas véritablement, Mais c'est parce que c'est dû au talent de Florian Zeller. Ce ne sont pas des ficelles, ce sont des cordelettes qui nous proposent. Exactement. Des petits fils à tirer. Et pour un comédien, de mentir sur le mensonge, c'est un bonheur absolu. Ce rôle, cette partition, c'est vraiment un cadeau. Et c'est... en fait, c'est une chronique de la vie ordinaire. Ouais. Parce que je pense que quand même, il y a beaucoup de couples qui vivent une histoire... c'est difficile de faire durer un couple. Bien sûr. Et donc, de mentir à son partenaire ou à sa partenaire, déjà, on se ment à soi-même, mais parfois, c'est peut-être nécessaire pour relancer la flamme du couple. En attendant, c'est assez réjouissant de jouer ça. Et effectivement, les gens, comme vous le disiez très justement, se retrouvent dans ce qu'ils peut-être vivent, ou dans ce qu'ils pourraient vivre. Dans ce qu'ils pourraient vivre. Ou dans ce qu'ils voient chez leurs voisins. Et c'est vrai qu'on rigole beaucoup, je le disais en introduction, mais est-ce qu'on peut aussi considérer que cette pièce est une forme de réflexion philosophique sur le mensonge? Parce que oui, on rigole, mais malgré tout, quand même, on se pose des questions quand même quand on vous regarde. C'est la comédie humaine qui se joue. Ce sont nos travers, ce sont nos forces qui en même temps sont nos faiblesses. C'est pour ça que ça fonctionne cette pièce, c'est parce que tout le monde va y trouver quelque chose qui fait partie du quotidien. C'est la relation avec l'autre, c'est la fidélité vis-à-vis de sa femme, mais vis-à-vis de son ami aussi. C'est où place-t-on l'amitié à partir du moment où on l'a trahi d'un point de vue amoureux. Et puis, je ne vais pas dévoiler la fin de la pièce, mais en fait, c'est pas tout à fait immoral, cette pièce. Oui, bien sûr. Pas tout à fait amoral ou immoral, quand vous choisissez. Oui, les téléspectateurs choisiront. Oui, voilà. Et mais ce qui est fou aussi, c'est que, en tout cas, ça a l'air de plaire aux gens de venir voir, de se confronter à ce miroir de la vie, parce que c'est un truc de fou, quoi. C'est full tous les soirs, depuis le mois de janvier. C'est un vrai carton, hein. Et puis c'est une pièce c'est une forme de classique qui a été écrite en 2011. On va revenir sur l'origine de cette pièce, mais tout d'abord, je propose que les téléspectateurs se fassent leur propre idée, puisque nous avons quelques images. Nous avons cassé le porte-monnaie. On vous propose ce petit teaser et on en reparle. Alors, je ne vais pas regarder, je n'écoute pas parce que je ne supporte pas me voir. C'est pas vrai. Ah oui, c'est terrible. Attendez, je vais vous cacher les yeux. Bon, regardez, et moi je cache les yeux de Stéphane de Groot. J'ai l'air d'un idiot, hein, mais... Marie, ça va? Hein? Comment va-t-il? Ça. Mais Paul. Tu veux pas qu'on parle d'un autre sujet? Et tu ne ressens jamais de culpabilité? Vis-à-vis de qui? De ta femme, par exemple. Hein? Si, un peu. Vincent. Oui, ma chérie. Pourquoi tu me mens? Moi? Mais tu me prends pour qui? Pour un type qui annulerait une réunion sans raison valable? Pour voir une autre femme en cachette? Parce que c'est ça que t'es en train d'insinuer. Je pense à Paul. Et j'ai l'impression de vivre dans le mensonge permanent. Dans le mensonge? Oui, permanent. Où tu vois du mensonge? Partout. Mais tu lui mens pas, Alice. Tu lui dis pas la vérité. Pas la même chose. Je voulais te parler d'Alice, justement. Pour tout te dire, j'ai l'impression qu'elle me trompe.
Tu te fais des idées, enfin réfléchis. Alice. Non, je te dis, je le sais. J'ai aucun doute là-dessus. C'est affreux. Non, c'est banal. Et on sait qu'elle est l'enfoiré qui... Oh non, mais je me demande forcément qui c'est. Ouais, forcément. Oui, c'est forcé, oui. Oui. Ah, franchement, tu trouves ça drôle? Oh, ça va, je voulais tester ton alibi. Comment tu peux me faire des choses pareilles? Attendez, parce que là, je dois vraiment révéler ce qui s'est passé sur ce plateau au moment où vous avez regardé ces images. Stéphane de Groot, vous vous êtes véritablement bouché les oreilles et vous avez regardé partout, sauf sur les écrans autour de vous. Mais parce que je veux pas connaître la fin là, de oui, l'histoire. c'est ça. Mais attendez, mais avec la bouteille que vous avez, vous n'arrivez pas à être en paix avec votre image, avec votre voix. Non, mais avoir de la bouteille, c'est pas être assuré tout le temps. Moi, de la bouteille, j'aime bien l'imaginer à moitié vide. Hein. Ah ouais. Il y a toujours quelque chose à remplir. Ah oui, mais le bien doute sûr. fait partie complètement de... C'est parce que vous avez peur de refaire la même chose ce soir lorsque vous allez jouer, Il y a c'est plusieurs ça raisons. La première, c'est que j'ai pas envie de me regarder. Ouais. Ça, c'est une première chose. La deuxième aussi. Ouais. La troisième, c'est qu'on a tourné cette séquence au début de la série. Ouais. Et que depuis, le rôle s'est un peu étoffé, les situations. Et donc, quand je vois ces séquences-là, je trouve qu'aujourd'hui, c'est mieux. Ah oui, je comprends. Voilà. C'est-à-dire que vous avez aussi bonifié cette pièce au fur et à Je mesure pense, que les mais mois c'est ont normal. défilé. Ouais. C'est comme un plat qu'on prépare depuis un certain temps et qu'on commence à bien maîtriser. Et aujourd'hui, vous diriez que vous avez trouvé une vitesse de croisière parfaite pour cette pièce, ou bien il y a encore des choses qui méritent d'être améliorées? Tous les soirs, il y a Tous les des choses soirs. à améliorer. Parce Ouais. que c'est ça la magie du théâtre, c'est que tous les soirs, en fonction de ce qu'on reçoit du public, en fonction de son humeur, de sa forme, on la joue différemment. Là, on l'a repris il y a 3 jours. Ouais. On a fait une première. Ouais. Elle n'a rien à voir avec celle qu'on a jouée hier soir, par exemple. Ouais. Donc en deux soirées, la pièce s'est décalée à un autre Et endroit. vous devez aussi vous adapter au rythme du public, qui sont différents, j'imagine aussi, au fur et à mesure que les, mais jours, bien sûr. que les jours passent. Il y a une dame qui est venue hier soir pour Ouais. la 7e fois. 7e fois. Non, mais attendez, là, soit il y a un problème de compréhension, ou alors elle est 7e amoureuse. fois. Mais elle est peut-être amoureuse de vous. Et who knows? Non, mais elle est venue pour la 7e fois. Et donc j'ai halluciné, j'ai dit, mais vous êtes déjà Ouais. venu plusieurs fois? 7 fois. Et elle me dit, à chaque fois, je vois une pièce différente. Ouais. Et ce qui est rassurant, après l'avoir joué un certain nombre de fois, elle m'a dit, mais je pense que c'est là, celle que j'ai vue, c'était hier soir, c'était la version la plus La formidable. plus aboutie, ouais. Mais elle m'a dit ça aussi à la 2e. Ah oui. Et à la 3e aussi. Ouais. Donc c'est différent chaque soir. Ce qui sera inquiétant, c'est qu'elle vous dise que c'est moins bien la 7e que la 6e. Ou là, vous dites, bon, Alors ça voudrait dire que la 9e serait encore Ce mieux. sera encore mieux, vous avez raison. Parlez-nous de ce personnage qu'on a vu, Vincent. C'est votre personnage. Vincent. Comment vous le décririez, Vincent? Eh bien Vincent, c'est vraiment Vincent. Ouais. C'est lui, quoi. Vincent, c'est. Mais c'est. En apparence, c'est Monsieur Tout le Monde. Quoi. Oui. Il est marié, tout va bien dans sa vie, il a un ami, il joue au tennis. Ouais. C'est justement parce qu'il n'a pas d'aspérité particulière. C'est pour ça que tout le monde se retrouve. Ouais. Ben Vincent, il est marié, et puis à un moment donné, on se rend compte dans la pièce qu'il est marié, mais il n'est pas aussi Fidèle qu'il droit aurait l'air. qu'on l'imagine. Ouais. Et pourquoi il va voir ailleurs? Pourquoi il a cette relation avec son ami que l'on voit là? Il doit essayer de s'en dépêtrer, il doit se justifier. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Vincent, si Ouais. ce n'est qu'il faut C'est bien quelqu'un voir qui la est pièce. constamment en mouvement. Par contre, ça, ce qui m'a frappé lorsque je vous ai vu, c'est que non seulement vous avez beaucoup de textes, c'est vrai, mais vous êtes tout le temps en train de bouger. Est-ce que ça traduit une forme de culpabilité aussi de votre personnage qui ne tient pas en place, qui finalement a du mal à être en paix avec sa propre personne? Il y a un lien aussi avec ce que je suis moi dans la vie. Ah oui, c'est vrai. Je suis en mouvement permanent. Oui, Donc ça, terrible. c'est vous, ça. Je pense être un hyperactif. C'est plus Stéphane de Groot que Vincent, alors. Mais il y a une part de moi Ouais. que je rapatrie dans ce personnage, ça c'est sûr. Mais en fait, on m'a parlé de mes mimiques, Ouais. de mes attitudes, qui me font très plaisir d'ailleurs, parce qu'on Oui. on trouve un semblant de Funès là-dedans. Oui. Enfin, on m'a même dit d'autres trucs, mais ça serait très prétentieux de le dire, donc je ne vais pas le dire. Ouais. Mais ça me fait très plaisir. Ouais. Mais c'est inconscient, c'est-à-dire qu'il y a une attitude que j'adopte quand j'essaie de convaincre mes interlocuteurs. Oui. Et donc je suis dans une posture que je découvre après coup, Ouais. là par exemple, ou alors des gens qui me le disent, et je ne me rends pas compte de ça. Ouais. Donc c'est pas très éloigné non plus de ce que je suis dans la vie. Regardez, là, je parle avec les mains. Vous parlez avec les mains, vous êtes expressif, mais en même temps ça rend le propos très dynamique. Cette pièce, c'est vrai que c'est un énorme succès, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est une pièce qui a été écrite par Florian Zeller en 2011, qui a été spécialement écrite d'ailleurs pour Pierre Arditi à l'époque. Est-ce que vous avez vu la précédente version et est-ce que vous vous en êtes aussi inspiré pour préparer ce rôle? Alors, vous m'avez vu là tout à l'heure ne pas regarder les images. Oui. Je me suis interdit de regarder la version avec Arditi. D'abord parce que ça m'aurait mis beaucoup de complexes dans la poire, parce que j'adore Pierre Arditi, C'est vrai, oui. j'adore l'homme, Ouais. j'adore l'acteur, le comédien, j'adore ce qu'il est. Ouais. Vraiment, j'ai une tendresse folle pour lui. Et je trouve que c'est un des personnages rares aujourd'hui au théâtre qui imprime quelque chose d'assez inédit. Donc,
à partir du moment où vous avez quelqu'un qui imprime quelque chose, qui a une voix, qui a une musicalité, qui a une gestuelle, si j'avais vu Arditi, j'aurais jamais pu jouer cette pièce. Vous l'auriez peut-être refusé même? J'aurais sûrement refusé cette pièce. Mais non, parce que c'est un cadeau tellement immense. Mais donc je me suis interdit. Et quand j'ai commencé à la lire, j'ai dit mais oui, la musique, c'est Arditi. Donc je voyais, j'imaginais Arditi, même sans l'avoir vu, j'imaginais Arditi faire tout ça. Donc j'ai dû faire un travail de déconstruction qui était assez long. Je me suis mis à prendre cette pièce 6-7 mois avant la première, pour arriver à la première de notre version, débarrassé de tout ce qui pouvait faire allusion à Arditi. La veille de la dernière, de la première série, il m'a appelé le samedi en disant « Stéphane, je vais venir voir la pièce demain dimanche ». J'étais dans un état de stress absolu, parce que j'avais en face de moi, dans la salle, quelqu'un que j'admire, mais dont j'ai repris le costume. Et donc j'ai essayé de me concentrer très très fort pour oublier qu'il était dans la salle. À la fin de la pièce, le rideau se lève et je dis à l'Assemblée, je dis en fait cette pièce a été écrite il y a 15 ans pour Pierre Arditi. Sachez que nous avons joué aujourd'hui pour lui, car il est dans la salle. Et c'était un moment extraordinaire, parce que toute la salle s'est levée, il était au milieu de la salle, et donc il a eu une standing ovation qui était merveilleuse. Et c'était un moment très émouvant pour les spectateurs, mais aussi pour moi, pour nous, de le voir. Il est venu après dans la loge, et de voir... Et qu'est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là, lorsqu'il est arrivé dans la loge? Mais il m'a dit un truc très très mignon. Il m'a dit ce que tu as fait sur scène, je ne serais pas capable de le faire. Je lui ai dit, mais moi, ce que tu fais, je ne suis pas capable non plus de le faire. Donc on était comme deux enfants, contents de se voir et d'avoir endossé le même costume, le même personnage à 15 ans. Pour ce genre de pièce, c'est une forme de consécration. Lorsque Pierre Arditi vous dit que finalement, il vous a bluffé, vous l'avez bluffé, pardon. Je ne vous cache pas que ça m'a fait un plaisir immense. En plus, j'occupe la loge que lui occupe toujours au Théâtre Édouard VII. On a comme ça des tics, des tocs. Donc je suis dans sa loge, avec lui qui vient saluer mon travail, sachant que si j'ai eu envie de faire du théâtre, c'est aussi en partie par ce qu'il est. C'est des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier, et Arditi fait partie de ces gens-là. Donc je le salue s'il nous regarde, et ça a été un cadeau immense le fait de venir à voir cette pièce. Et aussi une mention spéciale pour la mise en scène de Ladislas Chola, qui est quand même très travaillé, qui nous transporte véritablement d'une chambre d'hôtel à un vestiaire de tennis. C'est vrai que aussi, quand vous êtes comédien, j'imagine que de jouer dans un décor pareil, ça doit être super. Alors, c'est un décor qui est beau, c'est un décor qui est efficace, c'est un metteur en scène qui est beau, qui est efficace. Non, mais c'est quelqu'un qui nous accompagne, qui est normal. Il y a beaucoup d'ego dans ce métier. Voilà, quelqu'un de normal. Mais je salue évidemment le travail de Ladislas, mais je salue le travail et le plaisir que j'ai tous les soirs à retrouver Sylvie Testu, Clotilde Courreau et Stéphane Facot. Je ne dis pas juste pour être poli, je le dis parce que c'est rare au théâtre d'être entouré par des gens que vous avez envie de retrouver tous les soirs, comme si c'était des amis avec lesquels vous allez passer 1h30 de plaisir et de raconter une histoire devant tous ces gens dans ce théâtre merveilleux qui est le Théâtre Édouard VII. Eh bien, merci beaucoup, Stéphane De Groot. Merci d'avoir été sur ce plateau. C'était un plaisir de vous recevoir ici. Je rappelle que vous jouez dans cette pièce que l'on vous recommande. La vérité, oui, je vous l'informe. D'ailleurs, vous serez sur les planches ce soir. Faites gaffe. Édouard VII, c'est là-bas que ça se passe. Et d'ailleurs, je précise aussi que vous êtes à l'affiche d'un film qui s'appelle T'inquiète, je crois, qui est sorti au cinéma mercredi dernier, où vous donnez la réplique notamment à Émilie Dequesne. C'était son dernier tournage. Donc c'est très émouvant de l'imaginer dans ce film-là qui sort là, qui est un film qu'il faut voir par rapport aux propos qu'il développe. Et pour terminer juste votre propos, je sors un livre aussi, le 1er octobre. Ah bah ça, vous faites bien de me le dire. Ah bah oui. Ah bah moi, je vais aller l'acheter. Attendez, c'est quand? C'est le 1er octobre? Je pensais qu'on en parlerait un peu aussi. Bah non, mais attendez, mais moi, on me dit rien, moi. Mais je savais pas, dites-moi, c'est quoi le titre? Ça s'appelle En mémoire de mes souvenirs. En mémoire de mes souvenirs. Ah oui, donc c'est quelque chose sur votre vie, peut-être un peu autobiographique, c'est ça? C'est totalement autobiographique. D'accord. Ça raconte bien des choses. Bien des choses. Voilà. Bah, vous pourrez venir nous en reparler quand ça va sortir ou pas? J'espère. Ah oui, mais je reviens. Mais je vais pas partir. Bah écoutez, vous pouvez rester là, vous savez, il y a 4 chaises autour de cette table. Je reviendrai avec grand plaisir. Bah franchement, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Stéphane De Groot d'avoir été mon invité. Et on termine cette émission avec la dernière rubrique, par ici les sorties. Allez, c'est le moment d'aborder la rubrique que vous attendez tous. Cette rubrique grâce à laquelle vous n'allez pas voir le moindre ennui lors de vos soirées samedi et dimanche. Nous recevons ici la fée de vos soirées, Bernard Babkin, bonjour. Et bonjour. Journaliste culture à Madame Figaro. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'une pièce très spéciale. Je me souviendrai de presque tout. Et bien justement, c'est Pierre Arditi. On en parlait à l'instant avec Stéphane De Groot. La transition est toute trouvée. Magique. Ça se passe au Théâtre Montparnasse. Et là, on se dit franchement, alors Pierre Arditi, on se souvient des petits pépins de santé là qu'il a eu lors il va bien. la pièce. Il va bien, oui, c'est ça. oui, Il a encore un peu de jus?
Ah non, il a plus que du jus, hein. Ouais. Il est sur 3000 volts. Non, il est formidable. Moi, on adore Ouais. tous Pierre Arditi. Oui. On a vu beaucoup de ses pièces. C'est vrai. Et là, moi, j'ai été époustouflé par cette pièce-là et ce rôle qu'il a. Il joue le rôle d'un grand-père, un vieil acteur Ouais. un peu cabot. Donc c'est pas lui du tout, hein, Ouais. et qui a des relations un peu bizarres avec, enfin, qui voit très peu son fils, qui est un écrivain raté, et son petit-fils, qui veut devenir professeur, enfin instituteur, et qui est gay. Voilà, donc ça fait un mélange, et les trois ne sont pas vus depuis longtemps, et ils se rencontrent pour une raison assez précise, parce que le grand-père voudrait écrire ses mémoires, et il demande à son fils, il dit, ben, finalement tu es écrivain, donc tu pourrais écrire mes mémoires. Mais pour écrire des mémoires, il faut raconter sa vie. Et en racontant sa vie, ben, on découvre des choses. Eh ben, Pierre Arditi sur scène, c'est toujours un petit régal. C'est la raison pour laquelle je vous propose, Bernard Balkin, de regarder la bande-annonce. Oh, mais quelle Et belle on en reparle proposition. après. Va, écoutez, on régale. Mon grand-père, Il est mort? Pierre, il vient nous rendre visite, il sera ici dans 5 minutes. On m'a demandé d'écrire mes mémoires. Et puis je me suis souvenu que j'avais un fils qui écrivait, lui aussi, et je me suis dit, pourquoi pas lui? Ce ne sont pas tes mémoires qu'on est en train d'écrire, c'est un livre d'or. C'est le livre d'or d'un EHPAD. Qu'est-ce que tu cherches à faire à ce genre de truc? Je cherche la vérité. Arrête avec la vérité! Heureusement que tu m'as dit que tu n'allais pas mal le prendre. Pourquoi t'as joué dans autant de films de merde? Dans notre barème du showbiz, un divorce équivaut à 4 navets. Tu n'as connu qu'une seule femme dans ta vie? Oui. J'aurais jamais dû te poser cette question. Et si on repartait à zéro? Mais avant, je veux que tu me promettes une chose. Promesse accordée. Promets-moi de dire la vérité. J'essaierai de me souvenir de presque tout. Et voilà pour cette pièce, je me souviendrai de presque tout, avec donc Pierre Arditi au théâtre Montparnasse. Alors vous disiez tout à l'heure que ce n'est pas vraiment son rôle qu'il jouait, même si, il faut préciser quand même Il y a que... beaucoup de lui, quand même. Il y a beaucoup de lui, c'est un acteur. Il faut mettre le projecteur aussi sur l'auteur, Alexis Macquart, Ouais. qui vient d'un comedy club, enfin, il fait du stand-up, Ouais. beaucoup sur le couple, hein, sur les relations de couple. Et il a écrit une pièce qui se joue au grand point virgule, 2 pièces, il écrit la suite, qui s'appelle Desperate Houseman, Ah oui. et qui se marie maintenant, voilà. Et là, il a trouvé le ton parce que ça parle à la fois de littérature, comment écrire un livre, comment écrire une pièce, comment jouer, qu'est-ce qu'on joue. Il y a une scène prodigieuse entre Arditi, qui fait le grand-père, et son petit-fils, qui est un acteur que moi, que j'avais jamais vu et qui est fabuleux, où le petit-fils doit répéter le misanthrope, la première scène du misanthrope. Et Arditi lui fait répéter. C'est un moment magique de théâtre. Voilà, donc ça s'appelle Je me souviendrai de presque tout avec Pierre Arditi. Alors faisons un pas de côté maintenant avec la pièce qui s'intitule... Un pas de côté. Oh, vous êtes trop fort, vous savez, ici sur le Figaro TV, on n'a rien contre Je l'humour. me hein. souviendrai de presque tout. Hein. C'est signé Anne Giaferi, c'est La au première Théâtre de la pièce. Renaissance. Alors, Isabelle Carré et Bernard Campan, mais alors eux, c'est des vieux routiers, hein, parce qu'ils ne se quittent plus. Hein, les deux, ils étaient ensemble déjà, je me souviens. Il y a quelques années, c'était dans la dégustation, même Et sur les aussi, planches. Ils ont fait C'était, un film, ils ont fait un... dégustation au théâtre. Et comment après vous un film. expliquez que ce duo-là soit si inséparable? C'est un coup de foudre professionnel entre les deux? Oui, on va dire ça, un coup de Ouais. foudre professionnel, je crois. Hein. Non, mais c'est vrai. Et ben parce qu'ils s'entendent bien, et puis c'est deux natures très, très différentes. Parce que là, dans la pièce, c'est ça. Hein. C'est une jeune femme mariée, Ouais. pas trop heureuse, qui est clerc de notaire. Ouais. Donc lui, il écrit des musiques de films, donc il est plus exubérant. Et ils viennent déjeuner tous les jours dans un parc à Paris, sur un banc. Et puis évidemment, après ils se parlent, ils se reparlent. Et ils se bécotent sur les bancs publics? Ben non. Oh, c'est pas vrai. Non, on ne voit pas de bécos. Ah, il n'y a pas de ça? Non, non. Bah, il y a quand même une forme de rapprochement. Alors, oui, il y a un rapprochement. Ben, on les voit hein, sur l'affiche, ils sont Ouais. l'un près de l'autre. Et l'idée, c'est quand même, ils sont mariés tous Ouais. les deux, hein, quand même. Ça marche plus ou moins bien, mais ils sont quand même mariés. Et est-ce que ça vaut le coup pour un coup de foudre, enfin, un simili-coup de Ouais. foudre, est-ce que ça vaut le coup de casser son ménage, qui est une sécurité? Ah ouais. C'est ça la question. Ah, c'est assez philosophique aussi. Voilà. Comme, Donc là, comme moi, je pièce. vous pose la question. Ah, qu'est-ce mais qu'il faut attendez, faire mais attendez. Vous mais- êtes mariés. Oui, mais moi, le problème, c'est que, vous voyez, j'ai ma moitié qui peut regarder parfois, Mais vous oui, voyez. mais Je vous justement, elle aura la donnerai la réponse. réponse derrière les caméras, Bernard, Bon, vous allez me d'accord, proposer. très bien. Je vais avoir des soucis, ça va me coûter cher en pension alimentaire après. Non, mais là, la pièce est très fine. C'est Ouais. un très beau décor, des couleurs pastel. Donc là, on est dans le parc, et puis après, on est chez eux, on est dans le parc, on est chez eux. Et puis, il y a des rebondissements. On est au théâtre. Ouais. Alors, donc, il y a des rebondissements. Il y a des C'est une comédie sentimentale, un peu, je ne veux pas dire triste, parce que c'est pas vraiment triste, mais un petit peu mélancolique. Ouais.
Et puis peut-être aussi, c'est une forme d'invitation à casser la routine du couple, en fait, c'est ça, c'est-à-dire... Oui, casser ou pas d'ailleurs. Casser ou pas, casser ou pas. Est-ce qu'il y a une réponse à la fin de la pièce d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une réponse tranchée et quelque chose d'assumé en disant oui, finalement, il faut à un moment donné ne pas se jurer fidélité toute notre vie et ne pas se jurer l'amour toute notre vie? Celle-là. Hein. Ah, qui est peut-être pas celle-là. Voilà, il faut voir. Hein. Et à la fin de la pièce, c'est très très joli. C'est une chanson de Françoise Hardy qui s'appelle Le premier bonheur du jour. Ouais. Et on repart avec cette mélodie dans la tête. Le premier bonheur du jour, c'est la lumière sur ton corps. Enfin, c'est une très très belle chanson et une très belle pièce. Et c'est une pièce, vous pensez, qui peut être regardée par un public familial, un public un peu plus avancé, on va dire ou... Alors, entre familial et avancé disons avancé, moi je ne vais pas être désagréable, Bernard, mais avancé. Oui, voilà. oui. Ah oui, les vieux peuvent y aller. Ouais, oui, non, sans problème. Familial, les enfants, ça va les... c'est ça. C'est pas tellement leur truc. Non, c'est une pièce pour les couples aussi, hein, pour les gens célibataires, pour tout le monde. Et comment vous décririez la mise en scène aussi? Parce que c'est vrai que si ça se passe sur un banc, est-ce qu'il y a des changements de décor? Oui, c'est très magique. Très magique, parce qu'il n'y a pas que le banc. Hein. Après, on voit à l'intérieur de chez lui et à l'intérieur de chez elle. Et tout ça se fait d'une façon à vue, comme ça. C'est très fluide. Et puis, il y a des projections de vidéos, comme ça, où on voit les arbres. Ouais. Et puis, c'est au fil des saisons aussi, parce que le temps passe. Donc, il y a les arbres en fleurs, les feuilles qui tombent. Enfin, voilà. C'est très mélodieux et ça s'appelle Un pas de côté, donc signé Anne Giaferi, qui est quand même aussi un grand nom. Hein. Anne Giaferi, c'est au Théâtre de la Renaissance. En fait, c'est un grand nom à la télé aussi, parce que c'est fais pas ci, fais pas ça. Exactement, c'est elle qui faisait Fais pas ci, fais pas ça. Là, au théâtre, c'est sa première pièce. Hein. C'est sa première pièce. Elle fait la mise en scène aussi. Ah ouais, donc c'est plutôt réussi pour une première. Mais c'est pas plutôt. C'est très réussi. C'est très réussi. Ah bah si vous nous le recommandez, c'est qu'effectivement c'est très réussi. Théâtre de la Renaissance. Il y a un monde fou, et en plus le théâtre est magique. C'est un très très beau théâtre. Il est beau le Théâtre de la Renaissance. Très beau, parce qu'il est très bien entretenu. Le rouge est là, les dorures sont là. C'est un très très beau théâtre. Absolument. Et bien on va terminer avec la dernière recommandation que vous vouliez nous faire. C'est un spectacle, voilà, où nous aurions peut-être notre place, d'ailleurs au regard du titre, cher Bernard, La petite boutique des horreurs, n'est-ce pas? Vous parlez pourquoi? Pour les horreurs ou la boutique? Pas pour la boutique, on va pas être désagréable, on va pas s'auto-tacler quand même. C'est une comédie musicale. C'est une comédie musicale? Oui. Alors c'est au Théâtre de la Porte Saint-Martin que ça se passe? C'est tout à côté de la Renaissance. Hein, l'autre, c'est au Théâtre de la Renaissance. Les deux théâtres sont imbriqués. Je crois que si on fait un trou dans une scène, on tombe sur l'autre scène. Non, c'est vrai. C'est pas vrai. C'était un film au départ, La petite boutique des horreurs. De 1960. C'était un film, après une comédie musicale, après un nouveau film, on refait un film. Et là, c'est la comédie musicale, c'est très swing, c'est très rock, c'est très... moi, j'adore l'histoire en plus. C'est vrai, pourquoi? Parce que c'est un peu New York, un peu la zone. Il y a un fleuriste qui n'a pas de sous, il va fermer boutique. Et un soir de pleine lune, il a trouvé une plante. Et cette plante, elle vous fait bien rire, la plante. Elle est toute petite au départ. Et puis, il se fait mordre. Alors, il se rend compte qu'elle est quand même carnivore. Et alors, après, elle grandit. Mais elle grandit, elle veut des steaks. Puis après, elle veut des jambes. Elle veut des gens en entier. Attendez, mais c'est hyper effrayant, votre truc, là. Oui, mais c'est la petite boutique des horreurs. Ça peut pas être autre chose. C'est chanter, c'est danser, c'est formidable. Et surtout, moi, j'ai adoré ce message-là. Parce que tous les jours, on regarde les journaux, on regarde la télévision, on nous dit que la nature est merveilleuse, la nature, elle est gentille, elle doit reprendre ses droits, et que l'homme est méchant. Et bien là, c'est totalement l'inverse. C'est anticonformiste, c'est pour nous expliquer que la nature peut être méchante. Mais la nature est très méchante, elle peut vous bouffer. Alors il faut faire très attention et surtout, n'achetez pas des plantes carnivores. Ah bah non, mais attendez, mais allez les voir au théâtre. Des plantes carnivores aussi, Bernard. Franchement, on préfère acheter même un malinois plutôt qu'une plante carnivore. C'est effrayant. Et la mise en scène de Christian Hec et de Valérie Lessort, formidable, ils ont l'habitude de ça. Et Valérie Lessort, elle sait très bien manier ce qu'on appelle des marionnettes. Et donc, elle a fabriqué une plante carnivore qui grandit et qui est majestueuse. C'est-à-dire qu'elle change de costume pour grandir, non? Ou c'est un costume qui se rétracte et qui grandit tout seul? Non, c'est une vraie plante qui grandit. C'est une vraie plante? Il y a un monsieur dans la plante. C'est comme chez Mickey. Oh là là. Alors c'est vrai que vous avez raison, c'est un film qui était en 1960, mais je crois que c'était un film d'horreur à la base. Comment ils ont réussi à le décliner? Ça, il faudrait. On dit plus horreur, maintenant on dit film horrifique. Horrifique? Ah ouais? Oui, il faut dire ça. Oui. Bon, alors, c'était un film horrifique. C'était un film d'horreur en 60, en 83, un film horrifique. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus familial où les enfants sont les bienvenus, on est d'accord? Oui, alors là, c'est pareil, il faut avoir 8-10 ans quand même. 8-10 ans, ah ouais. Autrement, on peut s'ennuyer. Je pourrais faire des cauchemars, moi, ou pas, si j'y vais? Est-ce que vous êtes très sensible? Ah ouais, j'ai un petit cœur d'artichaut. Vous avez des plantes chez vous? Ouais, j'ai des plantes, mais je suis un peu allergique au pollen, donc j'ai trop les mettre dans ma chambre. Les plantes carnivores ont peu de pollen. Hein. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Verte, hein. Ouais, mais bon, se faire tuter le gros orteil au réveil par une plante carnivore, très peu pour moi, cher Bernard. Bon week-end. Hein. Merci à vous, merci d'avoir été sur ce plateau, journaliste culture. À Madame Figaro, merci Bernard pour toutes ces recommandations. C'est la fin de cette émission, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bienvenue en Île-de-France revient lundi avec Victoire Sicora. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end, à très vite sur le Figaro TV.
Bye.